L'A7 est l'une des plus anciennes autoroutes de France. Le projet naît dans les années 50, en pleine période d'aménagement du territoire, pour délester la Nationale 7 et les agglomérations qu'elle traverse. La Nationale 7, elle est celle que le chanteur Charles Trenet a immortalisée comme la route des vacances. Nationale 7, il faut la prendre qu'on aille à Rome à 7. En fait, très vite, elle va être baptisée la route bleue. Et donc là, en effet, cette route bleue va avoir un parfum chargé de l'insouciance des Trente Glorieuses, notamment donc, à partir des années 50, lorsque finalement le pouvoir d'achat des Français augmente et que le risque de pénurie s'éloigne à l'horizon. Sur la Nationale 7, pour traverser la France de Paris à Menton, 2 jours sont nécessaires. Avec l'expansion économique que connaît le pays après-guerre, la nationale jalonnée de feux rouges ne suffit plus. La Nationale 7 était comme une artère saturée, avec justement le chapelet d'agglomération linéaire qui pouvait finalement générer très vite des caillots de circulation. Elle est amenée à assumer une double fonction qu'elle ne pourra pas gérer, c'est-à-dire à la fois l'artère de transit, mais il ne faut pas oublier non plus toute la circulation locale. Et contrairement à ses voisins européens, la France n'a pas anticipé cette augmentation brutale du trafic. Elle a pris du retard en matière de construction autoroutière. La France, c'est un cas un petit peu à part dans l'histoire autoroutière des pays européens. L'Allemagne a déjà presque 4000 km d'autoroutes. L'Italie en a quasiment autant. La France, en 1946, n'a que 13 km d'autoroute, ce qu'on appelle l'autoroute de l'Ouest. Pour remédier à ce manque, les pouvoirs publics mettent alors en place une succession de plans de construction autoroutiers. En quelques années, 5000 km d'autoroutes vont être progressivement créés afin de diminuer le centralisme parisien au profit des métropoles. Alors l'autoroute devient essentielle à partir des années 50 parce que l'automobile se démocratise aussi. Et puis aussi la société de consommation qui fait que différents produits qui viennent de différentes parties de la France, mais aussi qui sont importés, exportés via les ports, eh bien tout cela doit être drainé par des artères qui sont devenues largement insuffisantes. Sur l'A7, la construction va se dérouler par petits tronçons déliés les uns des autres sur tout le tracé qui suit le cours du Rhône, de Lyon à Orange, puis jusqu'à Marseille. Alors l'autoroute A7 est une autoroute ancienne dans sa jeunesse, dans sa conception. C'est un chantier finalement qui va s'établir sur pas moins d'une quinzaine d'années. Donc avec finalement une progression par à-coup, puisque donc, au début, ce sont des artères de dégagement d'agglomération qui sont provisoirement gratuites. Dans l'esprit de beaucoup de Français, l'autoroute est une ode à la modernité. La première section de l'A7 ouvre en 1951 dans les Bouches-du-Rhône, au nord de Marseille. Elle fait à peine une dizaine de kilomètres. Au nord, c'est en plein centre-ville de Lyon, sous la colline de Fourvière, que son tracé commence. Avec ses 2 portails hauts comme un immeuble de 7 étages à chaque extrémité, le tunnel de Fourvière est un ouvrage emblématique de la capitale des Gaules. Et pour cause, l'édifice emprunté par près de 120 000 véhicules chaque jour est aussi imposant dans le paysage urbain qu'il est encombré aux heures de pointe. Le tunnel sous Fourvière est un axe très important pour le trafic lyonnais. Fourvière, c'est un lieu emblématique pour les transits d'été, les congés d'été. C'est la porte de Lyon, c'est finalement un peu la métropole qui dit bonjour à des milliers d'automobilistes qui vont passer par la capitale des Gaules. On a toujours entendu parler de ces fameux bouchons lyonnais dans le tunnel. C'est un ouvrage qui est nationalement connu. Pourtant, lorsque le projet est pensé dans les années 60, cette autoroute doit permettre de décongestionner la ville en la traversant du nord au sud sans feu rouge. Le summum de la modernité sur la route des vacances à l'époque.
que l'on prenne la nationale 7 ou la nationale 6, toute la traversée de la descente de Choulan était synonyme souvent de traversée pénible, hein, donc avec beaucoup de feux rouges également, une série de virages aussi, et puis ensuite donc un passage dans le cœur de ville, oui. Effectivement, dans les années 60, le maire de l'époque, Louis Pradel, avait pour ambition de réaliser un axe autoroutier qui volontairement passe en centre-ville, en espérant que les gens profitent justement de la ville. L'idée, c'est qu'une métropole doit être connectée au réseau, et plus ce réseau irriguera le cœur, plus fortes seront les répercussions, non seulement sur le plan économique, hein, puisque finalement, il y a aussi les zones d'activité, notamment le couloir de la chimie au sud de Lyon qui en profitera, mais aussi sur le plan touristique. Le chantier débute en février 1967 dans un espace particulièrement contraignant, confiné entre la Saône, le Rhône, la gare et les habitations du quartier de Perrache. Alors, les contraintes liées au lieu sont tout de même multiples. Déjà, le passage dans la chair vive de l'agglomération. Il a fallu donc supprimer ce cours de Verdun, cette grande place. Cela veut dire que là, il va falloir avoir un urbanisme du sacrifice. Et puis ensuite, le percement des tubes du tunnel, avec tout de même un substrat qui n'est pas facile à gérer. L'ouvrage se compose de 2 cylindres de 10 mètres de diamètre, creusés à 60 mètres de profondeur, sur 1867 mètres de long, dans un sol constitué de sable, d'argile et de calcaire. Dans les années 70, creuser 2 km de tunnel en centre-ville, sous la colline de Fourvière, c'était une prouesse technologique innovante et tout à fait performante. En 1971, après seulement 4 ans de travaux, le chantier titanesque, qui a nécessité 470 000 mètres cubes de terrassement, est terminé. Il va métamorphoser durablement la ville de Lyon et bouleverser la vie de ses citadins. L'idée, c'est de ne pas lésiner sur les moyens, investir le registre du grandiose en perçant donc un tunnel que Louis Pradel va saluer comme le tunnel le plus moderne d'Europe. C'est ce qu'on appelle un bitube. Donc on a un tube qui va vers Marseille, on a un tube qui va vers Paris. Donc on a 2 voies par sens. Et entre ces 2 tubes, on a ce qu'on appelle des issues de secours. Donc c'est des galeries qui permettent de relier les 2 tubes en cas d'incendie dans un des tubes. L'incendie, l'événement que craint tout exploitant de tunnels dans le monde. En mars 1999, celui d'un camion dans le tunnel du Mont Blanc a fait 39 morts asphyxiés par les fumées. À Fourvière, pour renouveler l'air et désenfumer instantanément les tunnels en cas d'incendie, chaque tube est équipé de 2 gaines d'adduction d'air frais situées sous le tablier, ainsi qu'une gaine d'extraction d'air vicié placée au-dessus des poutrelles soutenant le plafond. Le dispositif de ventilation dans un tunnel, c'est le point sensible de l'ouvrage en termes d'équipement. Donc le but, c'est de permettre aux usagers de s'auto-évacuer, c'est-à-dire de sortir de leur véhicule pour aller dans les issues de secours. Et pour qu'ils puissent se mettre en sécurité, notre système de ventilation, il doit permettre aux fumées de rester collées au plafond. Pour cela, les tunnels sont équipés d'anémomètres, des capteurs qui mesurent la vitesse des courants d'air, et d'une dizaine d'accélérateurs, de gros ventilateurs placés tout au long de l'ouvrage. En fait, quand il y a un incendie, donc dégagement de fumée chaude, il faut savoir que la fumée, elle se propage en fonction du courant d'air naturel qu'il y a dans le tunnel. Ça peut aller jusqu'à 35 km/h. Donc il faut qu'on arrive à cantonner les fumées au droit de l'incendie. Donc l'accélérateur, il va pousser dans un sens ou dans l'autre à une certaine puissance, de telle sorte que là où il y a l'incendie, on ait une vitesse de courant d'air proche de 0. Donc là, comme ça, les fumées ne bougent plus. Afin d'aspirer les fumées précisément où elles se trouvent, 36 trappes ont été réparties sur tout le tracé des tunnels. Et à chaque extrémité de l'infrastructure, 2 immenses usines de ventilation équipées de 19 ventilateurs surpuissants expulsent l'air par les immenses cheminées qui débouchent à une vingtaine de mètres au-dessus des baies d'aspiration. On a ce qu'on appelle les ventilateurs d'air vicié, donc c'est les ventilateurs qui extraient les fumées. Et on a des ventilateurs d'air frais qui insufflent de l'air frais dans le tunnel. Un ventilateur, c'est un moteur de à peu près 4 tonnes et on est sur des débits d'environ 150 mètres cubes seconde. C'est l'équivalent de 1000 fois la VMC que vous avez à la maison. Donc avec ce type de puissance, on est capable de dépolluer et de traiter un incendie dans le tunnel de Fourvière en quelques minutes.